cette vidéo, nous allons faire un saut dans l'histoire. Nous allons nous placer vers la fin du 19e siècle, voire début 20e siècle. Et nous verrons la contribution de la femme dans le développement de la radio. Et vous comprendrez que les trois photos que vous avez dans la présentation, en fait, elles sont étroitement liées. Donc c'est parti pour un voyage dans le temps. Alors on commence par effectivement par la musique de Sergio Leone. Il était une fois dans l'Ouest parce qu'effectivement c'est bien sur le continent américain à l'époque des westerns que tout commence. Effectivement les femmes elles étaient télégraphistes sur des lignes fixes et elles transmettaient donc des messages en morse. Non, là il y a erreur, pas vraiment ce morse, plutôt ce morse, celui-ci là. Donc avec le code Morse, on pouvait coder des messages, des lettres et puis des phrases, tout simplement en faisant une succession de traits et de points. Donc une des premières femmes à avoir marqué son temps pour le monde de la radio, c'était Anna Nevins. En 1910 marque un changement puisqu'il y a l'adoption du Wireless Ship Act en fait qui est une loi ou un règlement qui oblige les navires en fait à être équipés d'un moyen de transmission notamment pour donner l'alerte. Et donc il fallait des personnes qui maîtrisent la télégraphie morse. Et il se trouve que en fait, les femmes étaient plutôt bien placées puisque déjà elles étaient bien implantées sur la télégraphie FIST. En fait, il suffisait juste en fait de les employer sur les lignes maritimes. Donc c'est ce qui s'est passé. Il y avait une petite exigence qui s'est rajoutée, c'est qu'en fait il fallait une fois sur le navire être aussi capable de pouvoir réparer le matériel. Donc il y a eu un complément pour elle de formation sur le côté technique pour la maintenance et la réparation du matériel. Alors si on regarde de près 5 d'entre elles, on pourra citer Madonna Olive Newells, qui elle a débuté à 14 ans la télégraphie morse. Donc voilà. Ensuite il y a eu Annie Tuckers, en fait, qui travaillait sur le bateau qui s'appelait Indianapolis. Elle faisait des horaires de 6h à 23h, c'était des grosses journées de travail. Parfois même, il était dit qu'elle dormait plutôt sur le navire que de plutôt rentrer chez elle. Ensuite, il y a eu Grenella Parker. Elle a appris le morse tout simplement au collège pour communiquer avec ses camarades de classe. Au départ, c'était un jeu, donc voilà. Et donc du coup, son talent, elle a pu ensuite l'exploiter dans son milieu professionnel. Après, il y a eu Mabella Kelso. Kelso a été une des premières à obtenir un certificat de compétence en radiocommunication, ce qui officialisait quelque part et légitimisait sa position d'opératrice radio sur les navires. Voilà. Ensuite, il y a eu Horace Soule. Alors, elle, c'était la femme du capitaine du navire. Donc elle pouvait voyager sur les lignes internationales. Je pense que c'était une des premières d'ailleurs qui était télégraphiste sur des lignes maritimes internationales. Les autres, c'était plutôt des bateaux qui longeaient les côtes américaines. Donc voilà. Alors il y a eu des obstacles à l'époque au développement des opératrices sur les navires pour des raisons multiples. La première, c'est que en cas d'urgence, les femmes avaient la priorité pour évacuer les navires en détresse, tandis que d'autres personnes suggéraient plutôt que les femmes n'avaient pas le tempérament nécessaire pour répondre efficacement à une urgence. La deuxième raison, c'est qu'en juillet 1912, abordant un projet de loi sur la radio, la branche new-yorkaise de la Commercial Telegraphers Union of America se plaignait que la législation n'interdisait pas l'emploi des femmes comme télégraphistes sans fil. Donc là, quelque part, on reprochait qu'il n'y ait pas de loi qui les interdise. Début 1913, l'inspecteur radio américain Wolverhampton déclara que les femmes opérateurs sans fil ne seront pas acceptables en mer, malgré le fait que déjà plus de 30 femmes avaient réussi les examens nécessaires pour se qualifier. Il y a eu une raison, c'était la quatrième, elle était plutôt économique. C'était la crainte que l'utilisation d'opératrices entraîne effectivement des pertes d'emploi et une baisse des salaires. Effectivement, du coup, elle prenait l'emploi des hommes et effectivement, étant moins payées, ça aurait dans la profession induit effectivement une baisse des salaires.
Alors il y a eu des femmes radioamateurs. Pour expliquer ce que c'est le radioamateur ou le radioamateurisme, en fait le radioamateurisme c'était un passe-temps populaire dans les premières années du XXe siècle où des amateurs en fait construisaient leur propre équipement de transmission et de réception radio pour communiquer avec d'autres personnes passionnées par ce côté-là de la technique. Et il faut aller savoir que comme il n'y avait pas de magasin, eh bien, effectivement, eh bien, il fallait se procurer des revues spécialisées, des brochures techniques pour pouvoir se construire le matériel et avoir quelques connaissances techniques. On désigne par YL en fait une jeune femme radioamateur et par OM un homme qui est radioamateur. Alors étant donné que les premiers travaux de radio étaient effectués en code Morse, et que les opérateurs individuels étaient généralement identifiés en fait par un indicatif très court, une succession de lettres, en ayant passé en fait un examen. Et bien en fait, le code Morse qui codifie l'indicatif, effectivement, ne permet pas d'identifier à quel genre de personne on avait affaire. Est-ce que c'était un homme ou une femme? Donc quelque part, pour les femmes, il a été possible en fait de rester anonyme dans ce milieu-là. Alors si on s'intéresse à une YL pionnière, je rappelle qu'YL c'est le terme qui désigne une femme radioamateur, on peut s'intéresser effectivement à Miss Kathleen Parkin. Alors elle, la particularité c'est que très jeune, à 15 ans, en fait, elle a fabriqué son propre matériel radio pour émettre. Son indicatif radio c'était 6SO, alors on traduit dans le jargon radioamateur 6 Sierra Oscar. Elle a obtenu sa licence d'opérateur radio commercial de première classe. Donc ce que je retiens en fait c'est son témoignage. Elle a dit que la télégraphie sans fil est une étude des plus fascinantes et qui pourrait très facilement être reprise par les filles. Et ensuite, la deuxième citation, j'ai appris le code Morse il y a plusieurs années en m'entraînant quelques minutes chaque jour sur un buzzer. Alors 1920 marque un changement dans le monde de la radio. Effectivement, avec l'invention du microphone et de l'eau-parleur, il était possible, en fait, vu que cette technologie avait évolué, de transmettre de la voix et de la musique, ainsi que toujours, effectivement, la télégraphie Morse. Du coup, plusieurs stations radio ont commencé à diffuser des programmes réguliers de musique et d'information, ce qui a permis, en fait, quelque part, d'ouvrir le monde de la radio à des écouteurs publics. Donc on pourra citer comme personne dans ce domaine-là Eunice Randall. En fait, son intérêt pour la radio a commencé très tôt, à 19 ans. Elle a construit son propre équipement de radio amateur et a opéré avec l'indicatif unité Charlie Delta Papa, qui est plus tard, en reprenant le monde du radio amateur, elle est devenue Whiskey One Mike Papa 2 fois. Donc voilà. Elle était ingénieure et présentatrice pour la station radio Amrad. Et ensuite, elle a assuré les réparations de cette station radio publique qui diffusait des programmes publics. Elle animait aussi des programmes et de temps en temps, effectivement, elle grimpait aussi la tour pour aller faire de la maintenance au niveau de l'antenne. Alors de nos jours, qu'en est-il du paysage radioamateur et notamment de la place de la femme dans ce milieu-là? Il faut savoir que dans le monde, il y a environ 3 millions de radioamateurs et 15% sont des femmes. Pour ce qui nous concerne plus la France, il y aurait 13 000 radioamateurs environ et 2,3% seraient des femmes. Si on regarde la photo la plus à gauche, l'indicatif c'est Fox 4 Delta Hotel Québec. Donc comme ça commence par Fox, eh bien, c'est une Française, voilà tout simplement. Donc un exemple d'une Française qui est radioamateur. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Je vous aurais fait une présentation un peu d'un milieu peu connu, le monde de la radio, le monde du radioamateurisme, et notamment la place de la femme dans cet univers-là. Et comme on le voit sur cette image, on les appelle aussi les AM radio. En fait, ça veut dire radio amateur en abrégé. Je vous dis donc rendez-vous dans une prochaine vidéo. Et comme tout radio amateur qui se respecte, dans leur jargon, ils disent je vous envoie mes meilleurs chiffres, c'est-à-dire 73-51. Ça veut dire amitié et poignée de main dans la codification radio.